Salut! Prêt pour une petite séance de lecture? Attention spoil, Game Workshop nous a menti. Salut les hobbies, c'est John de Game of War Studio. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans le lore de Warhammer 40 000 Kill Team, le lore de Raid sur la Ruche. Et on va en parler un petit peu avec quelques petits extraits. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans cette nouvelle version, la V3 de Kill Team, dans cette nouvelle boîte. Alors pourquoi un titre accrocheur? Game Workshop nous a menti. En fait tout simplement parce que je pense que vous avez vu la cinématique de la nouvelle boîte, la nouvelle version de Kill Team, et on voit donc toute une scène de combat qui se passe entre les Aquilions qui débarquent parachutés sur les Vespides pour reprendre possession de la machinerie du grand canon. Et voilà. Sauf que en réalité, ça se passe pas comme ça du tout dans le bouquin, et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Raid sur la Ruche, donc Hive Storm, la tempête de la ruche. Donc là c'est Raid sur la Ruche traduit en français. Je trouve que Hive Storm c'était sympa, mais c'est vrai que traduit en français ça a moins de gueule. On est sur Volkus. Volkus c'est quoi? C'est une planète qui est très loin, qui est dans le Nihilus Imperium, et qui a très peu de contact avec le reste de l'humanité. Donc ils ont développé très tôt dans leur histoire un système de défense, des macro-défenses, qui permet en fait de se protéger des invasions et notamment des raids de tous les pirates, etc. En gros ça se traduit par un énorme canon, un truc titanesque qui est sur la planète et qui permet de défoncer des flottes complètes quand il tire. Bon, il défonce aussi tout autour, hein. Vous verrez à chaque fois qu'il fait un tir, grosso modo il y a c'est No Man's Land tout autour, quoi. Tout est détruit. Et les Vespides sont envoyés en tant que troupes de choc, en tant que kill team, en tant qu'unité d'intervention rapide, pour neutraliser les défenses de cette planète qui protège tout le système et donc de ce gros canon. Voilà, grosso modo, pour placer un petit peu le lore. Et forcément, les Tempestuous qui sont en place sur cette planète, ils ont une garnison pour protéger ce gros canon là. Ils sont mobilisés immédiatement pour faire face à cette attaque rapide des Tau. Pourquoi? Parce que les Tau en fait souhaitent, c'est la 5e sphère d'expansion de Shadowsun, et souhaitent neutraliser l'intégralité des défenses impériales dans ce secteur pour prendre possession de cette planète. Parce que cette planète, c'est pas une planète comme les autres, c'est un monde de ténèbres absolues et de lumière aveuglante, un entrelac de villes tentaculaires et de friches industrielles cauchemardesques. Malgré son horreur, Volkus est une manne, et ce joyau imparfait protégé par des défenses cyclopéennes. En fait, Volkus c'est une planète qui est extrêmement riche en métaux, notamment en métaux rares. Comme d'habitude, on se bat pour ce qui manque, et eux ils ont besoin de minerais pour continuer en fait l'effort de guerre. Et donc cette planète appartient au système Shalnat, qu'on a déjà entendu parler dans les différentes versions de Kill Team, les différentes campagnes de Warhammer 40 000. Isolés dans l'Imperium Nihilus, ces mondes n'ont que peu de contact avec le reste du fief de l'humanité et doivent se défendre par eux-mêmes. Heureusement pour leurs habitants, ces planètes sont redoutables, à commencer par Volkus. Et pourquoi? À cause de ce gros canon, cette énorme défense en fait qui permet encore une fois de vaporiser littéralement une flotte, quoi. Une flotte s'approche, dès que le canon se met en marche et balance la sauce, la purée, il neutralise l'intégralité de la flotte tellement il est puissant. Volkus est l'un des rares mondes fortement habités du système de Cassandras. Grande planète riche en minerais, elle abrite d'immenses ruches, complexes miniers, forestiers et industriels. Volkus produit depuis longtemps des produits de première nécessité, ces immenses manufacturums crachant par exemple des plaques de construction servant à renforcer les tranchées, les bottes de combat du Munitorium, l'emballage en plastique des blocs de nutriments, etc. Grosso modo, en fait, c'est une planète qui est hyper importante en matière de soutien de guerre, en matière d'effort de guerre, parce qu'ils produisent énormément de matériaux nécessaires à l'Imperium. Et sur cette planète, les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus entretiennent les nombreuses chapelles forges de Volkus et mettent leur technologie ésotérique au service de sa protection. Pourquoi? Parce qu'il y a un mont qui s'appelle le mont Ballistus, où il y a le grand canon du monde, c'est le canon
de Volkus qui permet de défendre ce système solaire. D'ailleurs, on l'appelle le monde canon. Alors, il faut savoir que ce canon a à peu près, en termes d'archives, 1000 ans d'existence. Et avant ça, on ne sait pas d'où il vient, qui l'a fabriqué et quoi que ce soit. C'est une archéotechnologie qui est entretenue par l'Adeptus Mechanicus. Et les habitants de cette planète lui vouent un culte. C'est presque un demi-dieu en fait. Lui vouent un culte. Et à chaque fois qu'il y en a, à chaque fois que le canon va se mettre en marche pour pulvériser une flotte adverse, il y a des gens qui viennent prier autour. Il y a tout un cérémonial qui se fait, etc. Ils sont en adulation en fait devant ce gros canon. Les fondations du mont Ballistus font plusieurs kilomètres de diamètre, ces ancrages plongeant presque jusqu'au manteau de la planète. Alors que c'est pour vous dire en fait la taille de l'engin, quoi. Il est visible de l'espace, c'est pire que la muraille de Chine, quoi. C'est un truc, vous le voyez presque, vous êtes dans l'atmosphère, vous pouvez peut-être regarder par le trou, quoi. C'est un truc qui est énorme. Il est indéniable que le grand canon est une machine inélégante. Bien qu'il soit capable d'ajuster lourdement sa trajectoire à son angle, il dépend en partie de la rotation de Volkus elle-même et des effets de fronde du champ gravitationnel de la planète pour viser ses cibles. Son fonctionnement nécessite des centaines de technoprêtres et des dizaines de milliers d'esclaves, de serfs, de soldats et de serviteurs. Quand le mont Ballistus tonne, la fumée, les ondes de choc et les tempêtes de cendres sont si violentes que tout est détruit et noirci dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de sa base. Cela n'empêche pas les fanatiques et les désespérés d'ériger des bidonvilles et des camps de prière au milieu des ruines et des tourbillons de suif suffocants. C'est pour vous dire, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il voue carrément un culte en fait à ça. Un autre nom, on l'appelle le faucheur sacré. Il a défoncé une tonne d'invasions en préparation. Il a défoncé le seigneur du chaos, Malodraxus, le mutileur, quand il a essayé d'envahir le système Cassandra. Il a détruit le Space Hulk Manifestation of Misery, donc avec des tyrannides dedans. Ensuite, il a détruit le flibustier Orc Gulkork et ses hordes qui tentèrent donc d'utiliser Cobalt, donc la lune Volkus, pour envahir la planète. Parce qu'en fait, tout le monde, bon à part les tyrannies je suppose, mais tout le monde vient pour chercher les richesses en minerais, en métaux précieux, etc. qu'il y a sur cette planète. Et donc, par la suite, forcément, les taux dont l'Empire commence à grandir débarquent dans cette région, localisent les richesses de ces planètes et veulent s'emparer du système. Le problème, c'est que Volkus, c'est une zone de défense hyper, c'est une ZAD quoi, de l'Imperium, qui est hyper costaud à faire tomber. Mais par contre, ils pensent que s'ils réussissent à faire tomber Volkus et à détruire le canon, l'endommager, ils vont mettre un grand coup de morale aux troupes dans le secteur et ça va aussi faciliter l'invasion par la suite. Alors qu'est-ce que font les taux? Ils balancent des mantas. Les mantas, c'est les énormes vaisseaux avec un système de protection qui fait qu'on les voit pas un peu comme Predator. Et donc ils les balancent pour descendre des kill teams sur Terre à base d'Orca. Et ça c'est un truc intéressant, c'est qu'on parle du manta, de l'Orca. C'était deux produits qui étaient faits chez Forge World et ça n'a pas disparu. On les met en avant. Peut-être qu'à un moment donné il va y avoir de nouveau un kit plastique ou quoi que ce soit. D'ailleurs ce qui est vachement intéressant c'est que ça met en avant la garde impériale, même si c'est une branche particulière, et les taux. Donc je pense qu'il faut se dire qu'on aura peut-être 2-3 trucs à se mettre sur la dent de nouveau pour les taux et la garde impériale. On a eu aussi le leak là avec les Ratlin pour apporter du nouveau dans ses armées. À méditer. Donc en fait les taux arrivent en fait avec leur Orca et débarquent avec leur camouflage. Cependant les choses ne se déroulèrent pas tout à fait comme prévu. Alors même que les premières kill teams quittaient leur manta à bord d'engins de largage furtif ou de TX Piranha, les vénérables réseaux de capteurs du Grand Canot percèrent le camouflage électronique des mantas. Les batteries Icarus, constellant les flancs du mont Ballistus, s'activèrent, remplissant le ciel nocturne de tirs de DCA, défense contre avion. Les alarmes retentirent et les soldats des garnisons se précipitèrent vers les fentes de tir et les armes lourdes émaillant le Grand Canon, tandis que dans les rues, les pelotons de la milice sortaient des immeubles et partaient sécuriser le périmètre du faucheur sacré. C'est un truc là, tout le monde s'est mobilisé autour du canon. Hein. Le canon est fait pour défendre la planète, les taux ont réussi à venir, tout le monde va défendre le canon. Et donc là, c'est là que commence en fait le truc critique, parce que les taux se sont fait démasquer, leur camouflage a sauté, ils commencent à en prendre plein la tronche, donc il y a des orcas qui sont dynamités, pareil les Vespides qui sont dedans débarquent un peu affolés à droite à gauche, et en même temps, forcément, on va balancer une alarme aux forces spéciales locales, le 17e de dragons, donc des troupes aéroportées, Theta, petite référence peut-être au 13e régiment de dragons parachutistes, j'y suis particulièrement sensible à cette histoire.
Et donc à bord il y avait les Aquilions Tempestus. Là à ce moment-là en fait il y a les Valkyries qui montent, ils partent en opération. Capteur du mont Ballistus déclenché, état d'alerte confirmé. 17e des Dragons Theta mobilisés, décollage dans 2 minutes. Donc c'est là, c'est l'alerte qui est lancée à ces forces spéciales, qui sont mobilisées immédiatement pour aller neutraliser justement les troupes tôt. Et le truc, c'est qu'on voit dans la vidéo, ils tombent du ciel, ils arrivent, bam, tout se passe bien, ils dégomment les taux, etc. Bref, mais ça se passe pas comme ça en vrai. En vrai, il se passe un truc, c'est même merdique en fait la situation, et c'est là que ça nous place dans une histoire problématique, et donc du coup on va jouer les parties forcément pour voir comment on va s'en sortir, parce que la fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Et justement c'est surprenant, c'est que donc le 17e Tempestus, donc le 17e des Dragons Theta, donc est un régiment aéroporté, il fonctionne quasiment qu'avec des escorteurs Valkyrie, ils sont tous parachutés, ils ont des systèmes en fait, des graves chutes qui leur permettent en fait de chuter de très haute altitude, c'est des chuteurs opérationnels mais avec un truc anti-gravité quoi, un truc en plus. Et donc ils sont largués en fait sur la zone de combat. Bon, en temps normal, on n'est pas largué sur la zone de combat même, on est largué longtemps avant, on fait l'infiltration sous voile, après potentiellement on fait une infiltration au sol, on se positionne, on fait le renseignement des phases d'action si nécessaire, enfin bref, il y a toute une procédure, eux ils sont largués direct dans la merde, quoi, paf, allez on y va à fond, bah ça le mérite, ils ont des couilles, ils ont du courage, mais par contre bah, ça se passe pas bien quoi, forcément. Et au moment où ils sont envoyés pour être parachutés au-dessus, forcément les Vespides s'attaquent au vaisseau, ça vole les Vespides, puis avec leur canon à cristaux ils arrivent et ils dégomment les Valkyries, et là c'est le bordel, il y en a certains qui s'infiltrent dans le vaisseau. Et là c'est la catastrophe. Les Vespides sont extrêmement agressives, elles ont des armes très puissantes, elles prennent de court grosso modo les crocs du dragon. Il faut savoir que le 17e Theta est connu exclusivement pour faire des opérations aéroportées. C'est vraiment leur mode de combat. D'ailleurs je pense que dans un bouquin Tempestus ou Garde Impériale, s'il retourne dans le bouquin Garde Impériale, dans cette version, on aura, je pense, l'option pour faire que des troupes aéroportées avec Valkyrie et des escorteurs qui peuvent escorter les Valkyries en plus, peut-être le Vultour qu'on avait chez Forge World et autres. Bref, à méditer, il y a des trucs intéressants qui se présentent dans le lore, et très souvent c'est un indicateur de choses qui vont arriver dans la gamme de figurines. Et c'est là qu'on a le tout premier passage de lore écrit. Au début on a un lore qui nous place en fait grosso modo dans l'environnement, et par la suite en fait on a un lore, un truc très narratif du point de vue en fait d'un côté des Aquilions et de l'autre côté des Vespides et des Taux de manière générale. Et là grosso modo elle est en train de le chef, donc le Talerge Greffe, donc le chef en fait, le Tempestor. Ce qui est drôle c'est que c'est le nom de jeune fille de mon épouse, commence à briefer dans la Valkyrie, ce qui est un classique, hein, brief avant, donc le dossier d'objectif avant le départ, et là bon bah ils sont partis dans l'urgence, donc du coup ils sont briefés dans leur vecteur, donc dans la Valkyrie. Et donc il y a le briefing, donc on voit qu'ils ont un tireur d'élite, grenadiers, ils ont des soldats, enfin bref, il y a le cerveau sentinelle, donc leur drone en fait, mais qui vont parachuter, ils sont en train de faire les derniers réglages, etc. et tout. Bref, il y avait vraiment l'ambiance de soute, on imagine bien, les lumières rouges qui clignotent, etc. et tout ça, jusqu'au moment où ça va être ouvert pour sauter. Et donc ils sont en train de parler, puis tout d'un coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, il y a des Vespides qui débarquent en fait sur le vaisseau, ils prennent des feux, déjà ils essuient des tirs, et après il y a des Vespides qui arrivent. Et du coup il y a un signal, quand avait sonné la première note chorale, chaque croc du dragon avait commencé ses préparatifs. Une deuxième note plus urgente résonne. C'est un signal que tous comprennent. Insertion impossible, largage immédiat. Greffe n'a pas besoin de parler. Les Aquilons savent tous quoi faire, réglant leurs sangles pour être détachés rapidement et activant les esprits de la machine de leur grave chute. Esprit de la machine dans la grave chute. Les cieux s'embrasent encore quand deux Valkyries entrent en collision et tombent en vrille. Telles deux comètes rageuses, faisant pleuvoir débris enflammés et corps brisés. Alors vraiment, c'est l'apocalypse dans le ciel, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est d'ailleurs bien montré sur l'artwork du bouquin. On voit vraiment que tout est en flammes, que ce soit au sol ou que ce soit en l'air, tout est en flammes. Il y a vraiment une bataille aérienne et tout se passe en fait dans le ciel avant même de toucher le sol. Et là, bah, ce qui se passe, c'est que forcément, les créatures insectoïdes en fait arrivent à rentrer dans leur Valkyrie. Le soldat Ramox a la main sur le levier d'ouverture quand, dans un hurlement de métal déchiré, l'écoutille entière est arrachée au fuselage. Ramox est emporté et disparaît dans l'air nocturne. À sa place, deux Xénos à l'aspect grotesque s'insèrent par l'ouverture, tandis que le compartiment s'emplit du rugissement des moteurs et de la plainte du vent.
Et là, ils sont là-dedans, quoi. Et là, grosso modo, ce qui se passe, c'est que ils sont en train de se battre. L'avion est endommagé, il est en train de chuter. Il y a les Vespides qui sont dedans, ils sont en train de se battre à l'intérieur, en fait, alors que tout est en train de se cramer. Donc là, grosse difficulté pour se projeter. Si vous avez vu Edge of Tomorrow, c'est un petit peu la scène, en fait, où ils sont là, ils arrivent sur la Normandie pour être largués, puis ils prennent des feux et tout, c'est la merde, quoi. Grosso modo, ça pète vraiment de partout. Et en fait, le Tempestor chope un Vespide et ils se battent dans un duel au corps à corps dans l'air et ils tombent ensemble du vaisseau. Et c'est là où je vous dis que Game Workshop a menti, parce qu'on voit pas ça dans la cinématique. Ils arrivent, l'air de rien, ils sont frais, ils se posent, ouais, cool, pouf, et après ça tire. Pas du tout. Et là, elle est chopée par un Vespide, elle chute sans que le grave chute fonctionne. Même les ailes du Vespide n'arrivent pas à soutenir, d'ailleurs, c'est ce qui est dit, hein. Son grave chute ralentit sa descente, mais sera-t-il suffisant avec le poids de la créature? Ses ailes bourdonnent furieusement, mais semblent tout aussi peu efficaces pour freiner leur chute. Le Tempestor grogne au visage du monstre, tandis que le sol vient à leur rencontre. Et là, ça s'arrête là, quoi. On apprend que le chef d'unité, le chef de groupe de combat, le Tempestor Tarlesh Gref, va crever, va s'éclater au sol avec un Vespide. Voilà, l'opération commence comme ça. Donc là, on a eu le lore du côté Tempestus. On a la vision un petit peu de ce qui se passe. Alors, je vous lis pas tout pour garder un petit peu de suspense pour vous, et puis pour voilà, vous donner envie d'acheter aussi cette boîte, ce bouquin. Et là, maintenant, je vais vous lire la même chose, mais du côté Vespide, Tau. D'ailleurs, plutôt Tau d'ailleurs que Vespide, parce qu'on parle des Vespides, mais on apprend derrière en fait cette petite histoire en fait. Que vous connaissez les Vespides, ils ont un casque spécifique qui leur permet en fait de communiquer avec les Tau. Parce qu'au départ, quand ils se sont rencontrés avec les Tau, il y a des problèmes de communication. Je ferai peut-être une vidéo spéciale lore Vespide d'ailleurs, parce que j'ai ressorti tous mes codex depuis le tout premier codex Tau jusqu'à maintenant, et j'ai regardé un petit peu comment ça a évolué. Ça n'a pas énormément évolué, mais on apprend des petits trucs en plus intéressants. Et donc en fait le Shashui Viorla Gamo, donc c'est une femme, est assise à sa console de contrôle dans les entrailles d'un appareil de transport Orca. L'Orca, je l'adore, c'est un véhicule que j'adore. Elle partage cet espace avec 6 autres officiers traitants. Alors grosso modo, en fait, c'est un appareil, l'Orca là, il fait office de relais de communication, de suivi des opérations, un peu comme certains de nos appareils à nous. Donc il voit tout ce qui se passe au sol. On voit d'ailleurs sur l'artwork qui est là, on voit qu'ils ont des matérialisations 3D en fait, des situations de combat. Ils arrivent à suivre les Vespides dans l'action, avoir une carte globale, etc. Et donc chacun en fait remonte des informations par rapport aux éléments qui sont sur le sol et des capteurs qu'ils ont. Et ça leur permet au fur et à mesure de régler, peaufiner les détails de l'attaque. Grosso modo, le cerveau de l'attaque, c'est le Shashui Viorla Gamo. Parce que les autres, en fait, sont des pions, ils sont à l'échelle tactique, elle, c'est elle qui gère l'échelle stratégique et qui peut réordonner, réagencer les nécessités tactiques sur le terrain en fonction de ce qu'elle voit. Et on apprend en fait qu'elle contrôle les Vespides, qu'ils ont du respect pour les Vespides. Les Tau, la casse du feu, ont du respect par les Vespides, contrairement aux Krout. Parce que ce sont des vrais bons combattants, avec une forme d'agressivité et tout, ils sont vraiment hyper utiles. Et donc on apprend par contre qu'ils ont des problèmes de communication parce que en fait malgré le casque en fait de communion qu'a le Cabridan c'est le chef d'unité d'un groupe de Vespides, d'une kill team de Vespides là. En fait, on voit comment parle, comment communique, ça c'est la nouveauté en fait d'un Cabridan. Et en fait, il va donner des mots qui sont conceptuels et qui créent des images. Par exemple, à un moment donné, elle parle avec lui et elle lui demande, parce qu'elle n'a pas de retour en fait de ce chef qui s'est battu d'ailleurs contre le Tempestus. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils sont devenus. Et d'ailleurs, ce groupe s'appelle les Flammes du Néant, d'ailleurs, ce groupe de Vespides. Et elle essaye de reprendre contact avec, et à un moment donné, elle réentend le son, et elle dit FN1 au rapport, répète-t-elle, soulagée mais goûtant peu la situation. La réponse n'est pas donnée par la voix du Vespide, car ses sens n'ont aucun moyen de l'interpréter. À la place, une voix artificielle aux accents mélodieux, mais mécaniques résonne dans son casque, tandis que le casque de communion fait son possible pour restituer les paroles de son porteur. Shashui, rétablissement, allégresse, exclamation de victoire, mots mineurs, désir poursuivre. Et en fait, voilà, ça traduit ils ont une façon particulière de parler grâce ce que les éthérés avaient donné à l'époque, la première rencontre avec les Vespides, avait donné en fait à la casse de la Terre à construire ce casque, permet en fait d'interpréter les émotions, les phéromones dégagés, etc. par les Vespides et les transforme en mots, en concepts pour communiquer avec les Tau. Et donc, ils communiquent comme ça. Rétablissement, allégresse. Donc, rétablissement, c'est que ça, il se remet. Allégresse, il est content. Exclamation de victoire, il a défoncé quelque chose en tout cas dans son combat. Mot mineur, il est
pas blessé, donc il a vu qu'il n'était pas hors combat. Désire poursuivre, il demande de poursuivre le combat. Donc voilà, donc il attend l'ordre en fait de son Shashui, et son Shashui lui répond prudence FN1, répond-elle. Les doigts de Gamo pianotent les contrôles quand elle place des glyphes de repositionnement sur la carte tactique. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait elle replace les unités et elle donne par ces informations là les placements tactiques que les différentes unités de Kill Team doivent suivre pour faire progresser sur un plan stratégique le combat. N'oubliez pas votre engagement envers le Toshova. Mettez de côté l'envie de chasser et maintenez votre position. Pardon. Nous ne sommes pas ici pour traquer cet ennemi, mais pour l'empêcher d'avancer aussi longtemps que possible. Alors, grosso modo, les taux préfèrent d'empêcher les Tempestus d'avancer le temps que le canon soit en meilleur service plutôt que combattre les Tempestus. C'est quand même assez intelligent, ils se disent qu'ils sont d'une capacité supérieure peut-être, qu'ils sont beaucoup plus forts, et ils veulent pas que les V-Speed par esprit de chasse, parce qu'ils ont un esprit de chasse, c'est vraiment des frelons, des guêpes en fait, ils veulent aller attaquer et détruire en face l'adversaire, et le taux réfrène les envies des V-Speed en disant attention, on n'est pas là pour ça, on a ça, et donc n'oubliez pas votre engagement envers le Tova, le bien suprême. Parce que les V-Speed se battent malgré tout pour le bien suprême. Ils ont, une fois qu'il y a eu le casque mis lors de la première rencontre, ils ont compris ce qu'était le bien suprême des taux. Ils ont rejoint volontairement sans guerre les taux. Donc ils se battent pour le bien suprême. Et là, il y a le V-Speed qui dit compréhension, regret, acceptation et fierté. Donc compréhension, il a compris l'ordre. Regret, il est dégoûté de ne pas pouvoir aller terminer son combat. Acceptation, il accepte l'ordre. Fierté, c'est pour le Tova, quoi. C'est le bien suprême. Il est fier de faire partie de cette équipe. Répond le Cabridan. Et du coup, là, les combats continuent à s'engager. Il y a une grande alarme. Taxion décroissant, chasse nécessaire. Alors Taxion, c'est un groupe en fait de combat, mais du même couleur, du même groupe, d'un même clan en fait chez les V-Speed. Ça serait comparable un petit peu à des tribus, sauf qu'en fait c'est des tribus des lignées génétiques en fait, et du coup il y a des couleurs, des formes différentes, etc. Bref. Ça, encore une fois, je peux en parler dans une vidéo dédiée si ça vous intéresse que je développe ça autour des V-Speed. Et donc en fait ce qui se passe, c'est Taxion décroissant, grosso modo il dit que son groupe de combat en fait ils sont en train de se faire cartonner de partout, ils sont de moins en moins nombreux, donc en fait il dit chasse nécessaire, c'est à dire que s'il n'arrête pas en fait grosso modo les Tempestus, ils vont prendre cher quoi. Et du coup, à nouveau, les doigts de Gamo dansent sur les contrôles. Donc Gamo, c'est le Shashui. De nouveaux glyphes apparaissent sur sa carte tactique, représentant certains soldats ennemis confirmés, d'autres indiquant les positions où elle veut que se placent les agents restants et les itinéraires qu'elle veut qu'ils prennent. Donc elle les guide vraiment, en fait, c'est vraiment des pions. Gamo s'arrête un instant quand un de ses écrans affiche furtivement le chef de l'ennemi. La mine sévère, boitant à cause de sa jambe blessée, toujours vivant malgré sa chute et les combats. Spoiler! Et voilà, et là grosso modo, eh bien, vous savez qu'elle a survécu. Et du coup, pas pour longtemps, se promet la Shashui, avant de reporter son attention sur les considérations plus immédiates. F1, conduisez votre équipe à ses positions, maintenez les tirs de suppression et restez à couvert. Croyez-moi, chers alliés, nous allons punir ces maudits Gela. Les Gela, c'est les humains en fait. Et d'ailleurs, il y a des Gela qui sont entrés au service des taux. On avait la possibilité à un moment donné dans un des codex de pouvoir se faire certaines armées, ou je crois que c'était dans un chapter à preuve, se faire des figurines humaines pour rajouter dans les unités taux. J'espère que ça va revenir un jour prochain. Ça, c'était cool, surtout niveau modélisme. Et là, grosso modo, en fait, la prochaine cible, c'est forcément le Tempestus, le Tempestor, qui a survécu. Voilà pour le lore. Voilà, grosso modo, je vous ai lu un petit peu tout ça. Et la suite, ça se fait dans les scénarios à proprement parler. Et si on regarde bien les scénarios, premièrement, c'est neutraliser les défenses anti-aériennes. Ensuite, atterrir et engager. Ensuite, atterrissage contrarié. En fait, on refait le truc. Traque depuis le ciel. Siège aérien. Sécuriser le site d'extraction. Et voilà, et vous avez fini ce premier livre de campagne. Voilà les hobbyistes pour cette toute première vidéo lecture entre guillemets, parce que je ne veux pas lire tout le bouquin pour des questions de propriété intellectuelle, puis aussi pour vous laisser découvrir l'histoire à proprement parler. C'est un nouveau format que je teste sur la chaîne qui pourra se faire avec
tous les jeux qu'on fait, ça peut se faire avec du Dead Zone, avec du Kill Team 40K, avec de l'AOS, bref, ça peut se faire avec tout. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de format, si ça vous a plu en fait que je fasse ce type de format. En tout cas, moi ça me plaît de vous raconter un petit peu l'histoire, l'immersion et puis d'y rajouter mes petits trucs à moi. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut pour nous soutenir pour le référencement. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis dans les commentaires bien sûr, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous voulez soutenir la chaîne, deux possibilités. Pour moi la meilleure, c'est d'acheter vos figurines chez Figurines et Hobby en tapant le code Games of War et on bénéficiera de 5% sur votre commande. Ça c'est un soutien très utile. Deuxième possibilité, je suis moins fan, c'est Tipeee, mais rien qu'un euro, c'est déjà ça et ça nous permet de se payer le café pendant les tournages. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt les hobbyistes.